Apparemment, il va y en avoir. Je pense que depuis que Édouard Philippe a été nommé Premier ministre, je pense que la négociation a dû porter sur quelques prises de guerre. Sur qui ? Je ne sais pas du tout. Du tout ? Ah non. Il y a des noms qui circulent, hein. Vous les connaissez comme moi, mais je n'ai pas d'informations particulières. C'est intéressant de les avoir dans votre bouche, Georges Fenech. Non, c'est une décision qui appartient. On en parle de Bruno Le Maire, on parle d'Arnaud Robinet, de Franck Riester, qui sont des amis que je connais très très bien, qui sont des garçons de qualité. Mais s'ils franchissent ce pas, cela veut dire qu'ils quittent notre famille, les Républicains, de fait, hein, puisqu'ils vont devoir mener campagne pour le programme d'Emmanuel Macron. Et ça, c'est irrémédiable ? C'est irrémédiable. Quand vous choisissez un camp, vous ne pouvez pas être dans les deux camps. Nous sommes les Républicains, nous sommes dans une opposition à Emmanuel Macron. C'est pas une opposition qu'on pourrait croire sectaire, frontale. Pensez bien qu'il y aura des sujets sur lesquels nous serons forcément d'accord. Mais nous sommes dans une opposition parce que notre programme n'est pas celui d'Emmanuel Macron. Et mes amis qui sont en train de rejoindre Emmanuel Macron ont combattu jusqu'à aujourd'hui ce programme-là. Emmanuel Macron était un adversaire politique. Il était à Bercy. Nous avons contesté un certain nombre de ses, notamment en matière de matraquage fiscal qu'on a subi pendant 5 ans. Donc voilà, je vous dis franchement, je suis triste. Oui. Je suis assez consterné de voir que autant de nos amis pour lesquels nous avons vraiment une amitié, une estime, puissent croire de cette façon-là. Est-ce que vous avez tenté, puisque ce sont vos amis, puisque vous avez un lien particulier avec eux, est-ce que vous avez tenté de les retenir ? Absolument pas. Personne ne pourrait retenir un Bruno Le Maire. Ils sont totalement libres, et c'est légitime, hein. Ils ont leur liberté, mais qu'ils prennent leur liberté, hein, qu'ils ne se revendiquent plus de la grande famille gaulliste dont nous nous revendiquons avec un programme qui est le nôtre. Et vous verrez samedi, nous serons tous réunis autour de François Baroin qui dirige notre campagne à Paris, et vous aurez une très belle photo de famille de tous ces parlementaires investis qui vont défendre un projet qui est un projet de rupture avec celui qui était celui de François Hollande. Alors vous disiez assez justement il y a quelques minutes que vous n'étiez pas en guerre, que vous n'étiez pas dans une logique de rupture, que vous allez sans doute vous mettre d'accord dans la majorité parlementaire plus tard avec l'équipe d'Édouard Philippe, d'Emmanuel Macron sur certains sujets. Mais on a l'impression là, ces dernières heures, qu'Édouard Philippe il a fauté. On a l'impression qu'il a commis un péché capital. En fait, si vous voulez, il y a un problème de chronologie. Hein. La première étape aujourd'hui, c'est les législatives. Oui. Les Français, moi mon sentiment, je fais des réunions, je suis en campagne aussi, je vois bien mes électeurs. Le sentiment, c'est que jusqu'aujourd'hui, on n'a pas pu s'exprimer pour un candidat, pour un programme. Ça a toujours été, vous l'aurez remarqué, des votes contre. On a voulu faire battre Nicolas Sarkozy. On ne voulait plus de François Hollande. On a voulu faire battre Manuel Valls. Ensuite, ça a été le débat avec Marine Le Pen, il fallait faire battre le Front National. Aujourd'hui, avec ce 3e tour législatif, les Français vont enfin pouvoir s'exprimer pour un projet gouvernemental. Et ce que fait Édouard Philippe en acceptant Matignon, en acceptant de soutenir le programme d'Emmanuel Macron, il anticipe sur ce que devrait être, ce que ce sera l'élection législative, que aujourd'hui personne ne peut le dire. Moi, je reste encore confiant dans une volonté de rupture et de changement. Et je pense que les législatives réserveront peut-être quelques surprises nouvelles. Et c'est justement la photo de famille que vous nous réservez en fin de semaine, ce contre-appel qu'on nous annonce aujourd'hui. Voilà, nous allons être nous-mêmes, c'est-à-dire une grande famille de la droite et du centre, avec un projet, avec une incarnation qui est celle de François Baroin, qui a vocation à occuper la place Matignon. Si nous remportons les élections, à ce moment-là, nous serions dans une cohabitation, comme on l'a déjà vécu par le passé, vous vous en souvenez. Là, ce que nous propose actuellement Édouard Philippe avec Emmanuel Macron, c'est une ambiguïté totale, parce qu'on ne sait pas ce que sera demain la majorité. Vous savez, le Premier ministre, la première des choses qu'il fait, il vient devant la nouvelle Assemblée, il prononce un discours de politique générale et il demande un vote de confiance. Oui. S'il n'a pas sa majorité, il n'aura pas son vote de confiance.
Malgré le fait qu'il y ait des ministres qui peut-être n'auront plus l'étiquette des Républicains, mais qui seront Franck Riester, qui seront, comme vous l'avez dit, Bruno Le Maire. En tout cas, ce sont des mots, des noms encore au conditionnel, mais s'ils le sont, ce sont vos amis. Et donc, ils pensent comme vous, Georges Fenech. Oui, je suis d'accord avec ce que vous dites, mais attention, sans être péjoratif, c'est quand même des prises de guerre, des débauchages individuels. C'est pas des accords de programme entre partis. Franck Riester ne représente pas plus que Bruno Le Maire ne représente pas les Républicains, même si ce sont des personnalités de notre mouvement. Ils n'ont pas vocation à établir un programme de gouvernement. Le programme de gouvernement ne peut s'établir que par le parti lui-même, par ses instances, par un vote, vous comprenez. Donc là, ce sont des individualités qui décident de franchir le pas, de tenter une aventure, celle que propose le nouveau président de la République. C'est leur droit, encore une fois, mais ça n'a pas valeur politique, ça n'a pas de programme, ça n'est pas de... Justement, voilà. Georges Fenech, vous me parlez de programme, et j'aimerais bien vous croire, mais est-ce que vous ne pensez pas que les Français en ont marre de toujours détricoter pour tricoter au nom de la politique politicienne? Parce qu'il s'agit bien de ça, chacun veut sa circonscription, c'est la précarité de l'emploi des députés, c'est juste une question de carrière. Oh, je suis triste de vous entendre parler comme ça. Vous savez, je crois qu'il y a encore des hommes politiques qui pensent à l'intérêt du pays. Et je crois que la démocratie, c'est une majorité, c'est une opposition, c'est un débat d'idées, c'est une confrontation. C'est ça, pour moi, une démocratie vivante. C'est pas de dire on va tous être tous ensemble dans le même moule, finalement, suivez-moi, nous allons dans la même direction, il n'y a pas de place pour la contestation. Pardon. Mais vous allez la voir, la contestation. Mais est-ce que c'est pas contester pour contester? Est-ce qu'il y a vraiment une raison de contester, si j'ose dire? Mais moi, je n'ai pas du tout la même perception qu'Emmanuel Macron, notre président de la République, que je respecte notamment en matière de sécurité. Il est dans le prolongement de la ligne Taubira. Il refuse de réintroduire les peines planchées. Il refuse, par exemple, aussi de supprimer cette contrainte pénale. Je vous parle en matière de sécurité, mais en matière économique également. Qu'est-ce que nous propose, au fond, Emmanuel Macron pour relancer la croissance d'activité? Essentiellement, de ramener l'impôt société à 25%. Nous demandons la suppression des 35 heures. Nous demandons la restauration des heures défiscalisées. Vous voyez, donc on n'a pas la même vision, ni économique, ni sur le plan de la sécurité, ni sur le plan de la lutte contre le terrorisme. On a des propositions qui vont beaucoup plus loin. Pardon d'exister. Pardon d'être encore les héritiers d'une grande famille politique. Nous avons le droit d'exister. Ça n'est pas en voulant dynamiter des familles politiques qu'on fera avancer la France. Nathalie Kosciusko-Morizet avance le chiffre de 120, le nombre de signataires de l'appel à tendre la main à Emmanuel Macron. Georges Fenech, vous-même, vous aviez quitté, on s'en souvient, le navire Fillon en pleine campagne pour la présidentielle, appelant à trouver un autre candidat. À l'époque, on vous avait accusé de ne pas être loyal, de ne pas être en phase avec votre famille. Écoutez, j'ai encore une fois une expression de grande tristesse parce que malheureusement je ne m'étais pas trompé. On ne pouvait pas assurer une défense personnelle et mener une campagne présidentielle. Nous étions inaudibles. Il y a eu un télescopage d'un calendrier judiciaire, d'un calendrier politique. C'est pourquoi j'ai milité pour un plan B. C'est pourquoi j'ai demandé à François Fillon effectivement de se retirer pour permettre à notre famille politique d'être présente au second tour de l'élection présidentielle. Je n'ai pas été entendu. C'est une grande déception de ma part, parce que finalement ce sont les Français qui en subissent les conséquences. Mais ensuite j'ai été loyal à ma famille, puisque je me suis tu entre le 6 mars, date du comité politique qui a validé la candidature de François Fillon, et le 23 avril, où nous avons eu cette douche froide et cette gueule de bois, parce que nous n'étions pas pour la première fois, sous la Ve République, présents au deuxième tour. Donc oui, moi je m'exprime en conscience. Je m'exprime dans l'intérêt général. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une espèce de... On voit bien la difficulté de ce gouvernement à se constituer sous prétexte qu'il faut saisir la haute autorité, comme si maintenant on devait s'en reporter au juge pour savoir qui on devait nommer comme ministre. Il y a un flottement aujourd'hui qui montre bien que nous ne sommes pas dans la clarté. Merci beaucoup, Georges Fenech.